BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça y est, plus que moins de 48 heures. On attend la réponse de la SEC sur ce fameux ETF Bitcoin Spot. Va-t-il être accepté aujourd'hui ou demain ? En tout cas, on aura la réponse au plus tard demain soir. Et ça y est, on a touché les 47 000 $ hier soir pour la première fois depuis 2021. On va aller faire un petit tour rapide sur le marché crypto, mais d'abord je vous présente nos invités du jour. Pierre Noisat, fondateur de Paymium. Bonjour Pierre. Bonjour Amaury. Merci d'être avec nous. Lilian Lagage, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. On est en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Bon, je viens de le dire, hier soir, on a touché les 47 000 $ sur le Bitcoin. Le marché s'emballe, s'excite. On est autour des 46 700. Aujourd'hui, on prend près de 4% en 24 heures. Bon, à quoi s'attendre pour la suite, Xavier ? C'est vrai que vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup d'émulation pour le secteur des crypto-monnaies au sens large autour de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Mais c'est pas tout. N'oublions pas que cette année, il y en aura quand même le halving qui a lieu tous les 4 ans. Donc ça, c'est pour diviser par deux le rendement des opérations de minage du Bitcoin. Et puis, le fameux pivot de la Fed, attendu au mois de mars, c'est cette première baisse des taux d'intérêt. Et aussi, probablement plus tard dans l'année, celui de la Banque Centrale Européenne, où il y a beaucoup d'attentes en cette année 2024, avec au moins 6 baisses des taux anticipées par le marché côté Fed, ce qui profite aux actifs risqués au sens large, marché traditionnel, mais aussi marché des crypto-monnaies. Donc ça nous donne, et c'est pas nouveau, une tendance haussière qui perdure depuis des mois sur Bitcoin. On avait eu le franchissement d'une énorme zone de résistance à 30 000, 31 000 $. Et ça, c'était au mois d'octobre. Et depuis, même si on a parfois pendant 1, 2, voire 3 semaines, comme dernièrement, ce qu'on appelle des phases de consolidation latérale. En fait, ce sont des cours qui font des oscillations à très court terme sans mettre en danger cette nouvelle tendance haussière qu'on a depuis 3 mois. Et systématiquement, les cours relancent à la hausse. Et encore une fois, vous l'avez dit hier, avec un Bitcoin qui retrouve ses plus hauts du mois de mars 2022, donc à 47 000 $. Donc aujourd'hui encore, bien évidemment, les voyants sont encore au vert. Point de repère, 40 000 $ sur Bitcoin. Tant qu'on tient cette zone des 40 000 $, il n'y a pas d'alerte d'essoufflement. On peut la relever à beaucoup plus court terme à 44 000 $. Objectif cohérent à court terme, 51 000 $. Et ce sera ensuite la ligne de mire, les plus hauts historiques à 65 000 $. Mais ça, c'est sur une plus longue échéance. D'ailleurs, en parlant d'échéance, vous en avez parlé un peu avant, attention quand même à court terme à l'effet news, comme on dit, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Vous pensez qu'il y aura un sell the news, Xavier, en cas d'approbation d'ETF ? Pardon ? Vous pensez qu'il y aura un sell the news en cas d'approbation de l'ETF Bitcoin Spot ? C'est ce que pas mal de gens pensent. C'est que en fait, personne ne peut prédire avec certitude l'impact qu'on peut avoir d'une telle news sur le marché. On a eu d'autres news dans le passé, que ce soit d'ailleurs dans le monde des crypto-monnaies, mais aussi sur les marchés traditionnels. En fait, on ne peut pas forcément prédire avec certitude l'impact d'une telle news, mais c'est pour ça qu'il est toujours très important d'absorber ces épisodes volatiles avec des tailles de position qui sont maîtrisées, ce qu'on appelle ne pas utiliser l'effet de levier. Ça, on risque de le voir au cours de ces prochaines heures. En maîtrisant ces tailles de position, justement, on absorbe ces périodes de forte volatilité. On peut avoir effectivement une réaction négative de marché, mais parce que justement la news est déjà pricée dans les cours. Mais plus largement, je pense qu'il faut voir un petit peu plus long. Un ETF Bitcoin Spot, ça permettrait justement d'élargir encore les acteurs à moyen et long terme et d'augmenter, si je puis dire, sa crédibilité au-delà de son écosystème si certains avaient encore des doutes. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on peut vendre la news sur quelques heures, mais je pense que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, la tendance de fond haussière devrait perdurer. On saura peut-être ça dans quelques heures, aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Bon, je le disais, réponse pour cette fameuse approbation ou non de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. On l'attend, c'est celle qui anime beaucoup le marché ces dernières heures. Lilian, est-ce qu'on peut faire un petit point, un petit résumé de ce qu'il faut savoir ? On a combien de déposants ? Est-ce qu'ils sont tous au même rang sur la liste ? Comment ça se passe ? Alors, comme vous l'avez bien expliqué, on est dans la dernière ligne droite de cette course aux ETF. Elle a démarré en juin dernier, si je ne dis pas de bêtises, avec BlackRock qui avait déposé cette demande, qui a été suivie ensuite par en totalité 14 gestionnaires d'actifs ou fonds d'investissement différents qui se sont positionnés sur les ETF Bitcoin Spot.
Ça a pas mal animé quand même la fin d'année 2023 sur le marché crypto et je pense que ça fait partie des principaux catalyseurs de la hausse de Bitcoin, on doit le dire, sur cette fin d'année. C'est pour ça que les marchés sont un peu sous tension dans ces prochains jours, puisque après plusieurs, non pas refus, mais décalage de la SEC sur ces demandes, elle arrive vraiment à la fin de son échéance pour l'ETF Bitcoin Spot de 21 Shares et ARK Invest. Donc la deadline est au 10 janvier, donc demain. Elle doit donner une réponse. Alors, voilà, on le sait, c'est la SEC, donc forcément, comme d'habitude, il y a toujours un petit peu de possibilité de détourner les règles. Donc, je crois qu'elle a quand même une deadline supplémentaire au 15 mars 2024, mais sous certaines conditions. Donc, vraisemblablement, la réponse oui ou non devrait arriver là dans les prochaines heures, puisque c'est le 10 janvier la date finale. Alors, si c'est oui, évidemment, ça ne concerne pas que l'ETF de ARK Invest et 21 Shares. Oui, pour bien comprendre, il n'y aura pas que ces deux-là qui seraient acceptés. Les autres seraient acceptés aussi quasi instantanément, c'est ça ? Pour la simple et bonne raison que si on donne l'aval à un ETF en premier avant les autres, on lui donne quand même un avantage concurrentiel beaucoup trop important. Donc je pense que la SEC, si elle approuve ces ETF, elle va tous les approuver d'un coup, à condition évidemment que tous respectent toutes les conditions, bien sûr. D'après ce qu'on sait, alors ce ne sont pas des informations que je vous rapporte de nos journalistes ou de mes propres analyses, on a quand même un petit peu de mal à avoir des informations par nous-mêmes sur ce sujet. On se réfère aux experts du domaine aux États-Unis, notamment Eric Balchunas, qui est analyste chez Bloomberg, qui rapporte beaucoup d'informations qu'on a beaucoup suivies sur les 6 derniers mois. Pour lui, l'approbation des ETF est sûre à 95%. Pour plein de raisons, alors certaines qu'on a déjà évoquées ensemble à plusieurs reprises sur ce plateau. BlackRock, évidemment, qui rentre dans la course aux ETF. C'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc forcément, avec d'ailleurs un bilan auprès de la SEC sur les ETF qui est assez exceptionnel. Hein. 500, un seul refus, je crois. Un seul refus sur 576 demandes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, quand BlackRock va quelque part, souvent ça sent bon. Il y a ça, et puis il y a aussi la défaite de la SEC face à Grayscale sur un petit détail. Le principal argument qu'ils opposaient aux demandeurs d'ETF Bitcoin Spot était la manipulation du marché sur Bitcoin. Cet argument a été rejeté par un tribunal américain, donc ils ont peu d'arguments derrière pour voilà, ça c'était l'été dernier, et ça, il va falloir être particulièrement convaincant pour trouver autre chose encore pour refuser, quoi. Ça va être compliqué pour eux en tout cas. Donc ça, c'était vraiment des éléments qu'on connaissait déjà, mais là, dans les dernières heures, dans les derniers jours ou même les dernières semaines, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits éléments qu'on peut relever. Le fait que, déjà hier soir sur CNBC aux États-Unis, on parle déjà d'une approbation certaine. Le CEO de VanEck, quelques minutes avant qu'on rentre sur ce plateau, annonçait que son ETF serait tradable à partir de demain. Donc il y a plein d'éléments comme celui-là. Et puis on voit aussi beaucoup d'allers-retours entre les demandeurs d'ETF et la SEC. Il y en a eu encore un lundi matin, un vendredi. Donc la SEC demande toujours plus de nouvelles informations. Élément quand même qui est plutôt positif, puisque si elle avait décidé de les refuser, elle n'aurait pas demandé à tous ces demandeurs, donc ces gestionnaires d'actifs, de préciser vraiment ces détails-là. Donc je pense vraiment que la SEC s'apprête à les approuver, mais s'assure évidemment que chaque détail est bien calé. Et donc c'est pour ça qu'une approbation aujourd'hui, j'en suis pas certain. Il y a eu encore des amendements qui ont été proposés ce matin, notamment sur le sujet des frais. On en parlera peut-être tout de suite. Et donc je pense plutôt sur une approbation demain, vraisemblablement. On verra. Nous en France, on a eu, ça y est, un nouveau Premier ministre. Ça a pris quelques temps. Là maintenant, nous c'est un peu pareil pour ce fameux ETF Bitcoin Spot. Est-ce qu'on l'aura aujourd'hui ou demain ou plus tard? On ne sait pas. Pierre, ça sent plutôt bon. Oui, je pense, comme vous l'avez tous les deux expliqué, on est dans la dernière ligne droite. Après, il y a l'échéance du 15 mars que tu rappelais, qui concerne celui de BlackRock. Donc, effectivement, entre maintenant et le 15 mars, on voit mal comment la SEC pourrait dire non à BlackRock in fine. Donc, autant qu'ils disent oui tout de suite aux autres, à tout le monde. En gros, c'est quoi? C'est oui maintenant, entre guillemets, et au pire, si c'est un non là, ce sera un oui le 15 mars. Mais difficile d'imaginer que ça aille au-delà du 15 mars aujourd'hui, en tout cas. Donc, moi, je suis confiant comme vous que ce sera demain. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même pas oublier qu'ils sont, si vous êtes des particuliers, vaut mieux avoir des bitcoins, des vrais bitcoins en direct, que ce soit sur une plateforme, à travers une plateforme centralisée comme Premium ou d'autres moyens d'échange. Mais c'est quand même le meilleur moyen pour les particuliers d'investir, de s'exposer au bitcoin. Je pense que les ETF, c'est plutôt pour les gros poissons, les gens des institutions qui ont pas dans leur mandat d'acheter des bitcoins. C'est un peu le problème que ça résout, l'ETF, c'est plutôt ça.
ça. Donc on peut imaginer un gros influx de fonds qui arrivent sur le côté demande de Bitcoin, puisque pour les spots, les ETF spots, il faut détenir en collatéral autant de Bitcoin qu'il y a d'ETF. Donc c'est ça qui va driver la demande et qui va avoir un effet, je dirais, de fond sur le prix. L'épisode de news ou de rumeurs qui va provoquer une variation du prix, aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque un épiphénomène. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la tendance de fond que ça va créer, qui va être un effet haussier par la demande et tous ces fonds d'investissement qui vont pouvoir, ces institutions qui vont pouvoir s'exposer à Bitcoin désormais. Bon, il y a la bataille pour l'approbation de l'ETF. Il y a aussi une autre bataille qui se joue entre tous les demandeurs des ETF. C'est la bataille des frais. Elferage, Lilian, BlackRock est en tête pour l'instant. 0,2% la première année de frais, jusqu'à ce que l'ETF atteigne 5 milliards de dollars d'actifs. Et après, les frais augmenteront jusqu'à 0,3% une fois un des deux seuils atteints, c'est ça? Ouais, alors j'étais arrivé avec des notes. Malheureusement, je l'ai constaté juste avant de rentrer. Les chiffres ont encore bougé. Donc vraiment, cette guerre continue. Ça a encore bougé, là. Ouais. Là, à l'instant même, ils sont tous en train de corriger. C'est ça, ils ont corrigé dans la matinée. En tout cas, c'est arrivé chez nous dans la matinée avec de nouveaux amendements. Donc c'est vraiment BlackRock qui a imposé une certaine pression aux concurrents en plaçant des frais très très bas. Donc comme vous l'avez expliqué, 0,2% la première année ou si l'ETF atteint 5 milliards de dollars, et ensuite 0,3%. Si on regarde un petit peu ailleurs, Grayscale, c'est quand même 1,5%. Ils étaient partis sur une base de 2%. Donc il y avait quand même de grosses différences. Ils ont fait beaucoup baisser les frais chez la concurrence, qui est aux alentours de 0,5% environ à l'heure actuelle. En revanche, BlackRock n'est pas le meilleur sur cet aspect-là. On a, je crois que c'est VanEck qui a 0,25% de base. Et ensuite, on a Ark Invest qui propose quelque chose d'assez spécial. C'est 0% sur les 6 premiers mois, ou si on atteint encore une fois un certain montant. Et ensuite, 0,25%, donc toujours en dessous de BlackRock. Donc il y en a peut-être certains qui vont pouvoir le concurrencer au niveau de ses frais, mais vraiment BlackRock a lancé une espèce de guerre là qu'on voit entre eux pour essayer d'attirer un maximum de gens, parce que encore une fois, le premier qui arrivera avec la formule la plus alléchante attirera le plus de personnes. Bon, et puis on voit VanEck, ils sont particulièrement généreux parce que, d'après ce qu'ils nous disent, en tout cas, que ce gestionnaire d'actifs souhaite reverser 5% de ses bénéfices à des développeurs de Bitcoin Core en cas d'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Donc une partie, 5% de ses bénéfices reversés à ces développeurs. Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont intégré une partie de la culture du logiciel libre, en tout cas. Et ça, c'est pour une institution comme ça, je trouve ça intéressant parce que c'est sans doute pas le monde d'où ils viennent. Donc ils nous disent en tout cas, nous ne sommes pas des touristes Bitcoin chez Voilà, VanEck. ça indique plutôt une position de long terme, en tout cas, parce que effectivement, les effets des développeurs, c'est plutôt sur le long terme. La maintenance, les mises à jour, qui sont ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe un peu sous la ligne de flottaison de Bitcoin. C'est toutes ces releases que font les développeurs, j'ai envie de dire tous les 6 mois pratiquement, on a des releases majeures en termes de fonctionnement du réseau, de sa performance, de sa résilience. Donc ça, c'est tout à fait intéressant que VanEck ait bien compris qu'on avait affaire à un réseau peer-to-peer et de logiciels libres. C'est le prix à payer pour avoir finalement des logiciels qui coûtent rien. C'est ça qu'il faut bien retenir. On est sur une industrie des paiements. Bitcoin, c'est avant tout un réseau de paiement. Et comme vous le savez, les réseaux de paiement, ils collectent chaque année 1000 milliards dans le monde, 1000 milliards de commissions de paiement. Donc, à comparer aux 200 millions que prélèvent les mineurs Bitcoin en commission, à peu près quelques centaines de millions. Donc, on est sur un rapport de 1 à 50 000, un rapport de coût. Par rapport aux commissions prélevées entre Bitcoin et des réseaux de paiement traditionnels. Et c'est ça qui fait l'intérêt de Bitcoin aujourd'hui. Pour moi, qu'est-ce qu'on achète quand on achète du Bitcoin? Ce qu'on veut faire ces institutions, c'est un droit d'usage de ce réseau. On a 1/21 millionième de l'usage du réseau quand on a un Bitcoin. C'est ça fondamentalement ce que c'est Bitcoin. Et c'est nouveau parce qu'avant on avait des actions, etc. Là on a un droit d'usage d'une infrastructure de logiciels libres. Mais ça, VanEck semble l'avoir compris avec cette initiative pour les développeurs. Est-ce que vous pensez que ça pourra avoir un impact sur
sur la demande. Est-ce que vous pensez que après la course à la réduction des frais, est-ce qu'on aura la course à la charité avec les développeurs de Bitcoin Core, Lilian? Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire parce que ceux qui sont vraiment intéressés par Bitcoin, ça fait longtemps, en tout cas, ils vont trouver d'autres manières d'investir sur Bitcoin. Je vais plutôt penser la chose dans l'autre sens. J'espère en tout cas que ces ETF vont permettre de démocratiser l'accès au Bitcoin. Et surtout forcer certaines personnes qui vont investir par ce biais-là à se questionner sur ce qu'est Bitcoin et justement à découvrir autre chose, peut-être une nouvelle manière de stocker leur Bitcoin par eux-mêmes et finiront par aller dans l'autre direction. Mais je pense pas que naturellement des investisseurs vont se tourner vers tel ou tel ETF parce que celui-ci est plus charitable envers les Bitcoiners ou envers les développeurs de Bitcoin Core. Parce que ils n'ont pas du tout connaissance de cette problématique-là, je pense, tout simplement. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur X, donc anciennement Twitter, de Artem Signekin, fondateur de Dokinvest, qui disait avec l'arrivée potentiel d'un ETF Bitcoin Spot, en général, le Bitcoin monte, après c'est Ethereum, mais en général, ça enrichit après les altcoins. Il dit, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si les gens vont dans un ETF Bitcoin Spot, est-ce que la liquidité ne va pas rester bloquée dans cet ETF et ne va pas ruisseler comme ça a été le cas dans les précédents marchés haussiers? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une théorie intéressante. En fait, j'en ai discuté avec Artem déjà à ce sujet hier soir ensemble. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, dans le sens où oui, en effet, tous les cycles haussiers depuis les 3 derniers cycles haussiers, finalement, les 2 derniers plutôt, on a pu constater que nécessairement c'est Bitcoin d'abord qui prend toute la lumière, qui augmente en dominance sur le marché, et puis petit à petit, quand l'euphorie est haute, on se redirige vers les altcoins. Ça, c'est un fait. De là à penser que ça ne va pas permettre à tous ceux qui sont investisseurs sur le marché crypto, pas par le biais des ETF, de continuer à avoir cette manière d'investir, cette manière de penser, et donc de rotationner, si on peut dire ça comme ça, leurs capitaux vers des altcoins. Moi, j'en suis pas certain. Je pense que ça va continuer. On n'a pas trop de chiffres encore pour estimer aussi la part que représenteront ces ETF dans le pourcentage de détenteurs de Bitcoin. Je pense pas qu'on aura un impact aussi important dans les premiers mois pour que ça représente par exemple plus de 50% des Bitcoins détenus. Je pense pas. Donc non, je suis pas certain de cette théorie. Je suis pas convaincu. Un avis, Pierre Noisard? Les ETF, c'est vrai que là, ils concernent Bitcoin. Peut-être qu'ils vont concerner bientôt Ethereum aussi. Mais c'est vrai que les altcoins qui n'auront pas d'ETF, au bout d'un moment, ils vont peut-être être sujets à on va les regarder différemment de ceux qui bénéficieront d'un support de ce type-là. Après, on peut aussi prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que les ETF vont perdurer? C'est-à-dire est-ce qu'au bout d'un moment, les institutions vont pas avoir le droit finalement de détenir en direct ces actifs plutôt que de passer par un ETF, ce qui à ce moment-là rendrait la question des ETF caduque. C'est difficile aujourd'hui de prédire ce qui va se passer dans ce domaine. Bon, et avec cette euphorie de marché qu'on est en train de vivre, ça y est, les prévisionnistes reviennent. On a une banque, donc Standard Chartered, qui prévoit un Bitcoin à $200 000 d'ici fin 2025. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous paraît plausible? C'est l'instant boule de cristal. Voilà. Alors plausible, oui, forcément, parce que quand on regarde macroéconomiquement ce qui est investi, tu rappelais les fonds investis sous gestion chez BlackRock, c'est 10 000 milliards, je crois même que c'était même 15 000 milliards. En gros, 3 fois le PIB ou 5 fois le PIB de la France. Plus après les autres gestionnaires d'actifs qui... Voilà, donc pour eux, c'est une goutte d'eau. Ça reste une goutte d'eau, leur investissement dans Bitcoin. Et cette goutte d'eau, à elle seule, peut nous faire arriver à ces prix-là. Donc c'est tout à fait plausible. Maintenant... quand ça arrivera, c'est plutôt la question de quand ça arrivera, ça c'est moins clair. Eux disent d'ici fin 2025. Je pense que je précise simplement que des prédictions comme celle-là, on en a eu quand même énormément depuis 5-6 années où je suis ce marché. Certaines se sont réalisées, d'autres non. On a oublié certaines dont on parlait il y a 5 ans en se disant tiens, on regardera s'ils ont eu raison. Donc moi je la prends, je regarde ça avec amusement de me dire que des banquiers commencent à se poser la question de Bitcoin, à faire des grosses prédictions comme ça. Si on avait été en cœur de bull run avec un Bitcoin très très haut, je vous aurais dit attention, c'est le top du marché. Là, j'ai pas envie de le dire, donc je ne dis pas, mais... C'est pas impossible qu'on ait une correction bientôt. Non, bien sûr, voilà. mais non, je donne peu d'intérêt à ces analyses personnellement. Bon, évidemment, personne n'a de boule de cristal, soyez prudents, mais Gary Gensler lui-même s'est exprimé sur X.
Et il a lancé un investissement sur les cryptos, alors qu'en ce moment même, tous les regards sont tournés vers l'ETF. Pierre, c'est quoi? C'est une forme de mea culpa? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans son message? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit et c'est quoi? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Il a donné 3 conseils de prudence que tout le monde connaît dans le monde de l'investissement, c'est-à-dire attention aux scammers, ce genre de choses assez évidentes. Donc, mais c'est ce genre de conseils qu'on applique aux achats pour les plateformes d'actions aussi. Donc, c'est plutôt intéressant qu'il fasse rentrer maintenant les cryptos dans cette même logique. Je pense qu'il est dans son rôle aussi quand il dit ça. Et ça traduit plutôt une normalisation, encore une fois, de l'investissement dans les cryptos, puisque Gensler en parle comme quelque chose de tout à fait envisageable, risqué, volatile. Ça on le sait aussi. C'est une valeur technologique. Je le redis souvent. C'est encore une fois un réseau de paiement d'un nouveau type. Donc forcément il y a une part de risque. Mais qui dit risque dit aussi upside. Je pense qu'on est qu'au tout début de l'adoption. Quand on regarde ce qui se passe en termes technologiques, par exemple, la technologie progresse tous les ans. C'est ça aussi qu'on voit pas et qui moi, en tant qu'ingénieur, m'intéresse plus que le prix. Ne serait-ce qu'à travers le réseau Lightning, à travers les plateformes aussi qui, chaque année, sont plus performantes. Je parle en particulier de Premium, on progresse chaque année dans ce domaine. Donc, tout ça me fait dire que les signaux sont au vert et que des financiers... Alors, Gary Gensler, en plus, il a déjà indiqué son intérêt pour des cryptos, notamment... Algorand ou des choses un peu exotiques, qui reconnaissent. D'ailleurs, il parle des cryptos en général, pas seulement de Bitcoin dans l'espèce. Donc voilà, ça montre il devient plus transparent, disons, par rapport à sa vraie conviction sur les cryptos, qui est que finalement, ce sont des actifs comme les autres aujourd'hui. C'est quoi? C'est une normalisation des cryptos, Lilian? Pour vous? J'ai pas trouvé extrêmement intéressant ce thread de sa part. Je trouve ça assez... Mais c'est sûr qu'on n'a rien appris. Il n'y a rien eu de révolutionnaire. Mais est-ce qu'il y a un message... Moi, j'ai un peu de mal personnellement à comprendre pourquoi est-ce que ce thread sort à ce moment-là, alors même que la tension sur les marchés et sur les réseaux sociaux est à son paroxysme. Tout le monde est dans l'attente du moindre tweet qui va vous dire l'ETF Bitcoin est approuvé ou refusé. Et qu'est-ce qui arrive? Un thread de Gary Gensler sur les cryptos. J'ai trouvé ça vraiment très étrange, voire même à la limite de la moquerie envers les investisseurs crypto. Je trouvais ça vraiment bizarre et puis surtout inintéressant, pas d'informations particulières à nous faire passer. Et puis on précise quand même encore une fois qu'il ne parle pas de Bitcoin mais qu'il parle de crypto. Parce qu'ils ont peut-être pas l'autorisation de faire la promotion de Bitcoin tant qu'un ETF n'est pas approuvé. On va prendre les choses dans ce sens-là. Bon, et selon vous, pour finir, il nous reste 2 minutes. Admettons que l'ETF Bitcoin soit accepté. Quel argument il restera, vous pensez, aux détracteurs du Bitcoin? Après ça, c'est quoi? C'est la consommation énergétique? Est-ce qu'il y a autre chose qui resterait? Parce que quand même, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont retourner leur veste et qui finalement vont s'y intéresser. Après, en tout cas, c'est probable. Selon vous, quels sont les arguments qui pourraient rester? Alors les arguments sont pas d'ordre rationnel, puisque l'argument énergétique, par exemple, a été démonté plusieurs fois. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la réalité du minage, ce que je fais personnellement. On voit que l'impact environnemental de Bitcoin est plutôt favorable, et plutôt plus favorable que les autres systèmes, que les systèmes bancaires en particulier, en termes de consommation d'énergie. Donc l'objectivité force à reconnaître ça. Donc les gens qui utilisent encore ces arguments qu'on entend depuis 10 ans et qui n'entendent pas les réponses à leurs questions ont un agenda, en fait. Donc ils ont un agenda qui est le maintien du statu quo, du monopole sur les paiements, parce que c'est, comme je le disais, 1000 milliards de revenus de commission, 1000 milliards de revenus sur les taux d'intérêt, donc ça fait 2000 milliards par an. Et Bitcoin, c'est bien embêtant parce que c'est quasi gratuit et que ça a des performances à certains égards supérieures au système de paiement actuel. Donc c'est ça qui les dérange, et je pense qu'aucun argument rationnel ne les empêchera de continuer à faire une forme de propagande pour le maintien du statu quo. Lilian, un avis là-dessus? La volatilité, certainement, ça reste quand même un des éléments qui est Après, dans le temps, ça l'est de moins en moins pour l'instant, et le fait
qu'il y ait des ETF devrait a priori réduire la volatilité parce que les fonds devraient être bloqués, en tout cas pour un certain temps. Voilà, c'était simplement cet élément-là que j'allais mettre en avant, qu'en effet, la volatilité va tendre à diminuer au fil des années. Hein. Plus l'actif va être adopté, plus la volatilité sera faible. Donc j'imagine que l'approbation des ETF va, d'une certaine manière, non pas solutionner ce problème. Hein. Pour certains, d'ailleurs, ça n'est pas un problème, mais en tout cas, faire tendre ça vers une classe d'actifs plus traditionnelle en termes d'amplitude de marché. Donc non, j'ai pas forcément d'idée. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de nous pour trouver des idées pour aller contrecarrer Bitcoin. Bon, je vais bientôt réinviter Jean-Marc Daniel pour parler du bilan carbone de Bitcoin. Ça va être sympa. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Pierre Noza, fondateur de Paymium, Lilian Léga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée et bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.